merci au comité de la MARF de m'avoir permis d'être ici et de parler d'une pathologie qui nous intéresse beaucoup, aussi bien en réanimation que dans le contexte périopératoire, qui est l'insuffisance rénale chronique. Comme l'a dit le professeur Boukata, cette journée est dédiée justement aux jeunes et aux moins jeunes. Et donc on va essayer d'être didactique sans trop tomber dans le cours magistral, et je vais insister surtout sur les particularités anesthésiques, sur ce qui différencie justement la prise en charge du patient insuffisant rénal chronique par rapport aux autres patients. Et donc pour commencer, tout d'abord, l'insuffisance rénale chronique. Un patient qui est insuffisant rénal chronique ne signifie pas que c'est un patient qui n'urine pas. Alors on peut avoir une insuffisance rénale et continuer d'uriner. Et pour les patients qui sont anuriques, leur principal problème n'est pas uniquement l'anurie, mais c'est une pathologie qui englobe plusieurs défaillances d'organes et non pas uniquement le rein. C'est une maladie de système d'insuffisance rénale chronique. Alors au Maroc, la prévalence en 2018 était de 7%. Et malheureusement, cette prévalence va aller en augmentant et pas en diminuant, puisque la transplantation rénale au Maroc n'est toujours pas très développée. Alors c'est une chirurgie qui n'est pas très difficile, mais je ne sais pas pourquoi au Maroc ça continue de bloquer et les transplantations ne se font pas de manière routinière. Alors au bloc opératoire, on a un double enjeu. Premièrement, assurer la sécurité, car le patient insuffisant rénal est un patient qui est fragile. Et deuxièmement, prendre des précautions ciblées pour, chez les patients qui ont une insuffisance rénale chronique préterminale, avec une DURS conservée, essayer de préserver le peu de néphrons qui sont fonctionnels chez ce patient. Donc deux principaux enjeux: la sécurité du patient, car le patient est fragile. Parce que les patients insuffisants rénaux sont fragiles et qui peuvent être sujets à des complications. Ces complications en anesthésie sont de plus en plus rares. Et j'ai beaucoup aimé cette plaque en préparant ce cours sur les complications qu'on peut avoir en anesthésie en comparaison avec les différents accidents qu'on peut avoir. Alors, en bas, c'est très fréquent, en haut, c'est les moins fréquents. Alors, très fréquent, c'est entre 1 sur 10 et 1 sur 1. Alors, les nausées et vomissements suite à une anesthésie restent toujours fréquentes, et donc dans le domaine du 10%. Alors, en comparaison avec tout ce qui n'est pas anesthésie, c'est ce qui est à gauche, c'est être victime d'un accident domestique sans hospitalisation. Donc, c'est la même fréquence. Alors, ce qui est peu fréquent, c'est le réveil durant une anesthésie. Ça a la même fréquence qu'un décès provoqué par la consommation régulière de cigarettes. Alors, ce qui est plus rare, les blessures neurologiques lors de l'arachy-anesthésie, c'est 1 sur 1000. Et les lésions dentaires lors de l'intubation, 1 sur 1000. Alors, je pense que tous les réanimateurs ici présents ont au moins cassé une dent ou plus durant leur pratique. Alors, les décès suite à un accident de circulation, c'est la même rareté. Alors, ce qui est très rare, c'est le décès suite à un accident domestique. Et alors, j'arrive là où je voulais en venir. Alors, les décès dus à l'anesthésie, ça représente 1 sur 100 000 patients, ce qui est équivalent aux décès qui sont secondaires dans l'année par homicide. Donc, on a autant de chances de mourir d'une anesthésie que de mourir d'un homicide, ce qui est exceptionnel. Donc, c'est toute la sécurité justement conférée aux patients de réanimation. Alors, les infections HIV après une transfusion sanguine, c'est 1 sur 10 millions. C'est la même chance que de mourir dans un avion. Et ce qui est encore plus rare et qui n'a pas d'équivalent pour le moment en anesthésie, c'est de tirer les 6 numéros de la loterie suisse, c'est 1 sur 100 millions. Et donc justement, dans ce graphique, on voit que le décès lié à l'anesthésie est très rare. 1 sur 100 000 anesthésies, ce qui est plutôt une bonne chose, mais ça ne concerne pas le patient qui est insuffisant rénal chronique, puisque ces patients meurent plus surtout de complications cardiovasculaires. Alors, c'était une étude publiée en 2004, qui montre la relation entre la dysfonction rénale, le débit de filtration glomérulaire et les complications
cardiovasculaires après les infarctus, qu'ils soient post-opératoires ou en dehors du contexte de la chirurgie. Et je ne sais pas si vous avez l'idée à voir. Alors, à gauche, c'est la probabilité de la mort par toutes les causes, et à droite, c'est la probabilité de mourir d'un index composite. Et dans les deux cas, on voit que le débit de filtration glomérulaire, alors en bas, c'est un débit supérieur à 75, tout en haut, c'est un débit de filtration glomérulaire inférieur à 45. Alors, plus la fonction rénale du patient s'altère, plus le taux de mortalité augmente. Donc, quand on a une insuffisance rénale, plus le débit de filtration est moins important, plus on a de chances de mourir. Alors, c'est la même étude. Et donc, alors en gris clair, c'est le débit de filtration glomérulaire inférieur à 45. En bleu, c'est un débit de filtration supérieur à 75. Et donc, que ce soit la mort de n'importe quelle cause, un réinfarcissement, un IDM, la ressuscitation ou l'insuffisance cardiaque congestive, alors plus c'est en escalier, plus le rein ne fonctionne pas, plus on a de chances de développer ces complications. Très bien, donc pour les plus jeunes, je veux juste rappeler que l'insuffisance rénale chronique, c'est une insuffisance rénale qui évolue depuis 3 mois et qui est irréversible sans possibilité de récupération ou d'une amélioration de la fonction rénale. Alors, les 3 principales causes sont les glomérulonéphrite chroniques primitives, les néphropathies vasculaires, surtout l'HTA mal contrôlée, et chez nous au Maroc, c'est également les néphropathies diabétiques, surtout que le Maroc est un pays d'endémie de diabète, avec une prévalence de presque 12% de diabète dans la population générale, ce qui est nettement plus élevé que la norme des autres pays. C'est une réduction permanente et définitive du nombre de néphrons fonctionnels. C'est en comparaison avec l'insuffisance rénale aiguë. Et elle est dite terminale. Alors, il y a l'insuffisance rénale chronique terminale et préterminale. Préterminale, c'était quand on a une diurèse conservée, quand on a des chiffres d'urée et de créatine qui sont élevés, avec un débit de filtration glomérulaire qui est diminué, mais avec une diurèse qui est conservée. Terminale, c'est quand on doit recourir à une dialyse de manière périodique pour pouvoir survivre. Et donc, ça, c'est juste pour les plus jeunes. Donc, on se base pour les classifications de l'insuffisance rénale sur le débit de filtration glomérulaire, c'est ce qu'on voit à gauche, mais et également sur l'albuminurie, le taux d'albuminurie chez les patients. Et comme ça, on peut alors classer notre insuffisance rénale chronique en 5 stades. Et comme vous voyez, on peut avoir un débit de filtration glomérulaire qui est normal. Et si on a une albuminurie qui est supérieure à 30 mg par gramme ou à 300, on est déjà dans un début d'insuffisance rénale. Alors aujourd'hui, on va parler des particularités. On m'a demandé de parler des particularités anesthésiques. Donc on ne va pas parler de l'anesthésie en général, mais on va essayer de cibler justement pour ne pas tomber dans un cours magistral. Et les particularités sont principalement liées au terrain, à ce patient qui est insuffisant rénal et qui n'a pas que le rein qui est malade, mais qui a d'autres défaillances d'organes, à l'anesthésie, aux particularités de l'anesthésie générale, de l'anesthésie périmédulaire et de l'ALR. Et dans l'ALR, on va s'intéresser à deux choses. Alors, la conception des faves et la dialyse péritonéale, comment on peut les faire. Et puis enfin, parler des particularités post-opératoires. Alors, on va commencer par le terrain. Et le terrain, donc, c'est l'insuffisance rénale, ce n'est pas uniquement le rein qui est malade. Il y a bien sûr le rein qui est au centre de toutes les complications. Alors, en parallèle, on a les complications cardiovasculaires, les complications métaboliques et calciques, et les complications hématologiques. Et donc, nous, en tant qu'anesthésistes, on doit évaluer toujours les 4 défaillances pour pouvoir préparer au mieux notre anesthésie. Alors, pour les anomalies cardiovasculaires, c'est principalement l'hypertension artérielle qui est volume dépendante, qui est généralement contrôlée par la déplétion hydrosodélaire des séances de dialyse et qui est très souvent accompagnée d'une HVG aggravée aussi bien par l'anémie que par l'hypervolémie. Cette HTA s'accompagne très souvent chez les patients insuffisants rénal d'une athérosclérose qu'il faudra rechercher donc, aux éléments d'interrogatoire et en paraclinique éventuellement. Alors, les complications cardiovasculaires
constitue le facteur de risque de mortalité majeure, avec une surmortalité, puisqu'il est évalué à 9,2% chez les patients insuffisants rénal chroniques, par rapport à 0,3% chez le patient qui n'est pas insuffisant rénal. Et ces complications vasculaires, cardiovasculaires, s'accompagnent très souvent avec le diabète et l'anémie, qui sont au Maroc très souvent associés. Alors, premièrement, évaluer les complications cardiovasculaires chez nos patients insuffisants rénal. Deuxièmement, rechercher toujours les anomalies métaboliques endocriniennes. Alors, la plupart des patients insuffisants rénaux, surtout quand la maladie évolue depuis plus de 5 ans, développent une ostéomalacie avec une hyperparathyroïdie secondaire. Heureusement, ces deux complications ont peu d'effet sur l'anesthésie, mais surtout ce qu'ils débrident, c'est la polynévrite urémique, surtout avec une atteinte sensitive prédominante. Elle est fréquente quand elle est associée au diabète et surtout, des fois, quand on a des patients avec une hyposensibilité urémique, l'ALR pourrait être discuté chez ce genre de patients et dans certains cas, on peut préférer une anesthésie générale à une anesthésie loco-régionale, même éco-guidée. Des fois, on a même des manifestations neurologiques centrales quand on a d'autres complications de cette maladie. Alors, le troisième anomalie à rechercher obligatoirement, ce sont les anomalies hématologiques. Ces patients présentent très souvent une anémie multifactorielle qui peuvent être prévenues par les injections répétées d'érythropoïétine. On peut avoir des troubles de l'hémostase aussi bien de manière quantitative que de manière qualitative. Alors généralement, les plaquettes sont toujours supérieures à 100 giga par litre, mais on a toujours des thrombopathies qui sont acquises. On a aussi bien un risque hémorragique qu'un risque thrombotique chez ces patients. Hémorragique, en sachant que la plupart des patients sont mis sous antiagrégants plaquettaires. Et donc faites attention aussi aux dialyses qui sont faites directement avant les chirurgies. Alors puisque, comme vous le savez, il y a toujours un petit résidu anticoagulant après la dialyse, c'est pour ça qu'on préfère toujours de faire la dialyse la veille et non pas la matinée de la chirurgie. Et en parallèle, on a ce risque hémorragique, mais on a également ce risque thrombotique avec une hypercoagulabilité, avec activation de la coagulation et de certains facteurs de coagulation. Donc toujours à chaque fois, donc je répète ça pour les plus jeunes, donc à chaque fois qu'on va anesthésier un patient insuffisant rénal chronique, on fait attention au cœur, on fait attention aux complications métaboliques, endocriniennes et au final aux complications hématologiques. Et puis il faut demander des bilans biologiques. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut obligatoirement indiquer un ionogramme préopératoire qui est obligatoire, demander l'urée, la créatinine et le phosphore, qui témoignent premièrement de la qualité des séances de dialyse, et deuxièmement qui nous donne une idée sur la compliance au régime du patient. Et comme vous le savez, au Maroc, nous avons des néphrologues qui s'acharnent beaucoup avec leurs patients, qui les connaissent puisqu'ils sont suivis depuis très longtemps chez eux, donc qui connaissent leur dossier par cœur. Donc il ne faut pas hésiter à consulter le néphrologue et le cardiologue de nos patients. Alors les chirurgies les plus fréquentes, c'est la mise en place des cathéters de dialyse, la création de fistules artério-veineuses, les chirurgies des parathyroïdes, les chirurgies vasculaires périphériques, la chirurgie urologique et enfin la transplantation rénale. Alors, juste un petit mot sur la chirurgie des parathyroïdes. C'est une chirurgie qu'on voit très souvent chez les insuffisants rénaux chroniques. Alors, une de leurs particularités, c'est que justement, ils présentent une ostéomalacie avec l'hyperparathyroïdie, et ces patients présentent très souvent ce qu'on appelle les hangry bone syndrome. C'est des os qui sont affamés de calcium, et quand on enlève les parathyroïdes, ces patients ont très souvent besoin d'une supplémentation calcique en post-opératoire immédiat, contrairement aux patients qui ont des hyperparathyroïdies primaires, secondaires à des adénomes, et où la supplémentation calcique post-opératoire dépendra de la parathormone et du taux de calcium préopératoire. Chez ces patients, ils présentent très souvent des hypocalcémies, et la supplémentation calcique par voie orale, notamment, peut se faire en post-opératoire immédiat pour ne pas tomber dans l'hypocalcémie rapide. Alors, ça c'était les particularités du terrain. Et maintenant, on va parler des particularités liées à l'anesthésie.
Alors, chez le patient non dialysé, comme on a dit tout à l'heure, le plus important, c'est la néphroprotection. C'est essayer de conserver le peu de néphrons qui reste au patient. Donc, en évitant l'hypotension artérielle qui va altérer la pression de filtration glomérulaire, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les produits de contraste et les aminosides. Je pense que ça c'est clair pour tout le monde, que ça ne doit pas être discuté. Chez les patients dialysés, là il faut une certaine préparation au bloc. Et donc il faut obligatoirement essayer de faire une séance de dialyse la veille de l'intervention et non pas le jour même de l'intervention pour justement éviter cette interaction avec les anticoagulants. Demander un ionogramme sanguin en fin de dialyse et le matin de l'intervention si possible. Et puis il faut dire au néphrologue que ce qu'on veut, c'est le poids sec, plus ou moins 1 et 2 kg. Il ne faut pas que le patient soit complètement déplété. Et des fois, certains de nos collègues pensent qu'il faut bien dépléter le patient pour pouvoir le remplir en péropératoire. Alors, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut toujours garder 1 ou 2 kg de plus pour que notre patient ne soit pas hypovolimique à l'induction, puisque les complications liées à une induction un peu standard peuvent être délétères chez un patient qui est insuffisant rénal et hypovolimique. Et bien sûr, si l'intervention est prévue hémorragique, donc prévoir des culots phénotypés. Alors, deuxième particularité, c'est l'accès vasculaire, et donc ça tout le monde le sait, essayer de voir l'accès vasculaire, donc une voie veineuse périphérique et un cathé artériel, si nécessaire, alors les mettre bien sûr sur le même bras pour préserver l'autre bras pour la fistule. Jamais de perfusion sur le membre porteur de FAV, ni de pression artérielle non invasive. Vérifier soigneusement la FAV en périopératoire. Alors, éviter la cathétérisation radiale, toujours en absence d'indication absolue. Et donc, si le patient est en insuffisance rénale préterminale, qui n'a pas toujours de FAV, alors il faut éviter de prendre une voie veineuse radiale, et il faut toujours éviter de prendre une voie veineuse sous-clavière, puisque ça peut altérer justement la circulation par la suite, et ça peut, pour la sous-clavière, c'est également pour les cathéters tunnellisés. Alors on a différents types d'anesthésie, pour les particularités anesthésiques par rapport à l'anesthésie générale, à la périmédulaire et à l'ALR. On va commencer par l'anesthésie générale. Le monitorage on doit essayer d'être le moins invasif possible, mais quand on doit être invasif, donc on doit essayer d'éviter au maximum l'artère radiale. On peut s'aider du système Clearside qui est si disponible ou du Doppler œsophagien qui sont moins invasifs et qui permettent un monitorage continu du débit cardiaque. Alors, pour la posture, il faut toujours essayer d'éviter les compressions nerveuses. Alors, une chose très importante chez l'insuffisance rénale chronique, c'est toujours la titration. Premièrement, la titration et deuxièmement, le monitorage. Donc, toutes les doses doivent être titrées et le monitorage doit être fait, que ce soit de la profondeur d'anesthésie ou de la chloralisation et autres. Il y a un très grand intérêt de l'IVOC si possible. Et puis, on va essayer toujours de limiter le remplissage vasculaire au strict minimum en péropératoire. Pourquoi? Parce que la pharmacocinétique des médicaments déjà chez les patients non remplis est modifiée. Alors, en ce qui concerne les médicaments anesthésiques, il n'y a pas vraiment de contre-indication. On a un volume de distribution qui est élevé, surtout parce qu'on a une hypoprotidémie, donc les formes libres des médicaments se distribuent est plus grande et donc on a un plus grand effet. Et on a une acidose métabolique qui va diminuer les formes ionisées des médicaments anesthésiques et une élimination rénale modifiée des médicaments. Alors pour les morphinomimétiques, alors pour les drogues d'anesthésie, Fenta, Sufenta, fentanyl, remifentanil, c'est les mêmes doses qu'on peut utiliser chez l'insuffisance rénale, aucune modification. Pour la morphine, là c'est différent. Alors elle a une biodisponibilité qui change, puisque ses principaux métabolites sont éliminés par le rein. Et donc, alors il faut faire attention. Si on a un débit de filtration glomérulaire inférieur à 50 ml par minute, on diminue les doses de moitié. Et si ce débit est inférieur à 10 ml par minute, il faut réduire les doses de 3/4. Alors pour les morphinomimétiques, donc, on peut tout passer, sauf la morphine où il faut prendre des précautions. Alors, qu'en est-il des hypnotiques intraveineux? Propofol, étomidate et midazolam, pas vraiment de modification, puisqu'ils ont un métabolisme principalement hépatique, sans risque de surdosage.
Par contre, pour le propofol, il faut faire attention puisqu'on a une tolération hémodynamique qui est moins acceptée, surtout si le patient a une pathologie cardiovasculaire ou s'il a une volémie qui est altérée. Donc, d'où l'intérêt justement de faire une séance de dialyse la veille, mais de garder un poids sec supérieur à 1 ou 2 kg. Pour les halogénés, donc, les anciens halogénés, toujours utilisés au Maroc, ont une néphrotoxicité. Et donc la formation du composé A avec le sévoflurane peut être limitée soit par de nouvelles chaux sodées ou par un débit de gaz frais qui est augmenté avec un circuit qui est ouvert. Alors pour récapituler, les différents médicaments qu'on peut utiliser sont les suivants. Donc le propofol peut être utilisé sans ajustement. Alors le thiopental n'est plus utilisé. Alors le midazolam a un métabolisme aussi bien hépatique que rénal. On adapte les doses, surtout si c'est sédation prolongée, mais au bloc opératoire, on n'adapte pas les doses. Les thomidate et la kétamine peuvent être utilisés. Pour les halogénés, celui qui est préféré est le desflurane. On peut utiliser le sévoflurane aussi, bien sûr. Alors les que rares. Alors on a la solocurine qui est susceptible d'entraîner une hypercalémie, mais qu'on peut utiliser à une dose non modifiée sinon, et le rocuronium en induction à séquence rapide qui n'a pas de modification par l'insuffisance rénale. Le pancuronium et le vecuronium par contre ne doivent pas être utilisés. La tracurium et le cistracurium peuvent être utilisés chez les patients insuffisants rénaux sans problème. Alors, particularité des que rares, c'est le monitorage qui doit être obligatoire. Je ne sais pas pourquoi on peine à faire rentrer des moniteurs de cœur dans nos habitudes quotidiennes. Et puis la décœurisation doit être utilisée. Alors la niostigmine peut être utilisée, mais son élimination est prolongée. Et le sugamadex est contre-indiqué chez les patients avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ou chez le patient qui est dialysé. Donc, en gros, on peut tout utiliser, mais sauf le vecuronium et le pancuronium, et le sugamadex ne peut pas être utilisé. Alors, petite particularité de la transplantation rénale. Alors, il faut toujours faire une dialyse du patient avant la chirurgie. Alors, le temps d'ischémie doit être froid, doit être le plus court. On met obligatoirement un cathéter de voie veineuse centrale pour passer les médicaments anti-rejet pendant la chirurgie. Il faut bien hydrater le patient en péropératoire, puisque ces patients, notre principal enjeu, c'est d'avoir justement une diurèse déjà en péropératoire. Et sinon, s'il n'y a pas de particularité par rapport aux autres anesthésies. Alors pour l'anesthésie périmédiorale, il n'y a vraiment pas grand-chose à modifier. Alors bien sûr, contrôler le bilan d'hémostase. Les effets hémodynamiques sont plus marqués chez les patients qui sont insuffisamment rénaux. Et il n'y a pas vraiment de modification de dose. Alors pour l'ALR, alors la même chose, aucune modification. Et on peut utiliser les mêmes doses sans aucun problème. Alors pour l'ALR, elle est surtout utilisée chez les patients insuffisants rénaux chroniques pour la création de FAV. Il y a souvent des discussions entre le néphrologue, entre le vasculaire, le chirurgien vasculaire, et les anesthésistes concernant l'intérêt ou pas du bloc axillaire ou d'un sous-clave ou d'un sus-clave. Alors, pour la création de FAV, il faut toujours essayer d'éviter l'hypotension péropératoire pour éviter la thrombose du shunt. Surveiller en SSPI cette complication qui est l'hypotension artérielle. Et donc l'ALR augmenterait le débit sanguin dans la fistule. Et c'est quelque chose dont on parle souvent. Et est-ce que c'est prouvé? Alors oui, alors ça c'est un petit cas clinique qu'on avait publié justement donc, sur les modifications avant la réalisation du bloc et après la réalisation du bloc d'un bloc susclaviculaire chez un patient qui est candidat à une FAV, et donc avec une revue de la littérature, et donc après la réalisation du bloc, donc on voit sur le membre donc il y a un gonflement du réseau veineux. Alors il y a deux méta-analyses récentes qui se sont intéressées à ça. Une méta-analyse égyptienne faite en 2017, donc, qui a analysé 7 grandes études alors, sur la comparaison entre l'anesthésie loco-régionale et l'anesthésie locale pour la réalisation de FAV. Alors, à droite, c'est le bloc,
les blocs loco-régionaux, et à droite, c'est l'anesthésie, et à gauche, c'est l'anesthésie loco-régionale. Donc pour le taux de perméabilité primaire de la fistule, il est plus important quand on fait un bloc. Pour le taux d'échec primaire, il est équivalent dans les deux groupes. Alors le temps opératoire est le même dans les deux groupes. Les besoins en analgésie per-opératoire est idem dans les deux groupes. Alors, par contre, le débit sanguin dans la fistule est plus important quand on fait un bloc de l'ALR. Le changement immédiat du diamètre de l'artère brachiale est plus important quand on fait de l'ALR. Le débit artériel brachial et le diamètre du retour veineux sont plus importants quand on fait de l'ALR. Donc, cette méta-analyse montre que quand on veut faire une FAV, c'est plus simple et elle dure un petit peu plus longtemps que si on fait l'anesthésie sous bloc, sans bloc, uniquement avec de l'anesthésie locale. Et là, c'est une autre méta-analyse qui a été faite en 2020 par une équipe chinoise qui montre exactement la même chose, avec une amélioration du débit artériel brachial et sans complications ni infectieuses, ni thrombose, ni hématome, ni quoi que ce soit, donc avec un réel bénéfice pour l'anesthésie loco-régionale. Et là, c'est un article qui m'a un peu interpellé. C'est un article américain de 2017, je pense, ou 2019, alors où il compare l'anesthésie générale pour la création de FAV, l'anesthésie générale, et l'anesthésie loco-régionale. Et donc, les auteurs disent que c'est un article intéressant à lire parce que on découvre déjà que 85% des patients qui vont bénéficier d'une FAV aux États-Unis, au Baltimore, bénéficiaient de cette confection de FAV sous anesthésie générale et non pas sous anesthésie loco-régionale ou anesthésie régionale. Et donc, quand ils comparent l'anesthésie générale et l'anesthésie loco-régionale sur un échantillon de 31 000 patients, alors ils trouvent que quand on fait des blocs, alors on a un plus grand risque d'avoir des échecs. Cependant, dans le groupe avec anesthésie générale, alors il y a beaucoup plus de complications hémorragiques et de surinfection. Et malgré ça, donc les auteurs préconisent quand même de faire de l'anesthésie générale et non pas de la loco-régionale pour la réalisation de FAV. Alors, dernière particularité, c'est la dialyse péritonéale. Donc, cette dialyse, alors la mise en place des cathéters de péritonéaux se font sous TAP bloc avec une très bonne efficacité, donc de 91 et 92. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi au CHU. Donc, pour la réalisation de TAP bloc, ça se fait pour la réalisation de cathéters de dialyse péritonéaux, on les fait sous TAP bloc avec un bon taux d'efficacité. Donc ça, on a fait le tour. Donc en post-opératoire, alors on surveille, il faut surveiller donc, chez un patient sous anesthésie générale la dépression respiratoire secondaire aux hypnotiques, la curation résiduelle et la surveillance d'OAP ou de saignement. Et donc pour l'analgésie, alors il faut toujours faire attention aux AINS qui sont contre-indiqués. Alors, le néphopam, on a un risque d'accumulation et un risque confusionnel ou de convulsion. C'est pour ça qu'il ne faut jamais le donner en continu chez le patient, mais le donner de manière discontinue à faible dose. Et bien sûr, toujours favoriser l'ALR. Alors, chez les patients insuffisants rénaux, la morphine décroît de manière très rapide, c'est le graphique à gauche, mais son dérivé, qui est le morphine 6-glucuronide, alors va diminuer beaucoup plus lentement chez les patients. Donc, alors en bas, c'est les patients qui sont des volontaires sains, alors ça décroît très rapidement. En haut, c'est les patients qui ont une insuffisance rénale dialysée. Donc on voit que ce dérivé dure dans le temps et n'est pas rapidement éliminé. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention chez ces patients. Et entre les deux, donc c'est les patients transplantés. On voit que chez les patients transplantés, ce métabolite reste quand même dans le sang beaucoup plus longtemps que chez les patients qui sont sains. Donc en résumé, paracétamol, on peut l'utiliser, l'acupan, on l'utilise mais pas en administration continue.
et faire attention aux tramadol et aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Bien sûr, il faut organiser une dialyse post-opératoire à chaque fois qu'on a une chirurgie hémorragique, un remplissage important. Et cette dialyse peut être faite soit dans un service de réanimation, soit dans un service de dialyse normal. Donc, en conclusion, l'insuffisance rénale chronique, le patient est un patient à risque spécifique. Il n'a pas uniquement une atteinte rénale, mais une atteinte rénale et d'autres organes cardiovasculaires, métaboliques, endocriniens et hématologiques. Il faut toujours essayer de faire une néphroprotection pour préserver le capital veineux, maintenir une perfusion rénale adéquate et éviter les produits néphrotoxiques chez les patients qui ont une insuffisance rénale chronique préterminale. Et bien sûr, il faut toujours une parfaite communication entre le médecin anesthésiste, le néphrologue, le cardiologue et bien sûr le chirurgien. Et je vous remercie.